Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jean-François Leduc, je suis directeur du département d'ingénierie construction à l'aéroport de Québec, puis je m'occupe également de la direction du projet YQB 2018, là, qui est en fait l'agrandissement de l'aéroport qu'on fait présentement. Merci à M. Paquin, le premier conférencier qui a brûlé toutes mes punches, donc j'ai plus rien à dire. En fait, non, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller de façon un petit peu plus spécifique dans le projet que nous, on a géré à l'aéroport, la démarche qu'on a faite au niveau du BIM, puis l'intégration de tous ces processus-là. Comme propriétaire, je pense qu'on était un de ceux aussi qui a poussé fort dans cette direction-là parce qu'on y a cru. On croyait aux bénéfices malgré qu'il n'y avait pas encore beaucoup de littérature sur le sujet là, qui était publiée. Nous, on y a cru, puis on a fait cette démarche-là. Je vais vous partager un petit peu là, le processus qu'on a fait depuis 2008 à l'aéroport. Donc aujourd'hui, je vais vous parler... Regardez comment ça fonctionne, ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'historique de travaux à l'aéroport depuis 2018. Du programme d'investissement spécifique de YQB 2018 qu'on est en train de réaliser à l'heure actuelle, puis de toute la méthodologie de gestion de projet qu'on a mis en place, nous, à l'aéroport, dans nos procédures internes, puis qu'on a transmis aussi à toutes nos équipes de professionnels avec lesquelles on travaille. Je vais commencer avec un petit vidéo BIM qu'on a réalisé récemment. S'il part pas... La modélisation des données du bâtiment, mieux connue sous le nom de BIM, est une vision efficace, responsable et novatrice de la construction. Le BIM rassemble les processus et les technologies utilisées dans la gestion de chacune des étapes de la vie utile d'un bâtiment, de sa conception, en passant par son opération jusqu'à sa démolition. Traditionnellement, la gestion de la construction se faisait à la chaîne, n'exploitant pas le plein potentiel du travail d'équipe en simultané et de la diversité des expertises. Les projets adoptant l'approche BIM se font dans un esprit de collaboration du début à la fin. Les professionnels travaillent simultanément sur la même maquette virtuelle dans un même lieu. Les problèmes et les interférences sont identifiés directement sur la maquette virtuelle plutôt que d'être détectés par surprise sur le chantier, ce qui favorise le respect du budget et de l'échéancier. Les données d'entretien du bâtiment font partie de la maquette, ce qui permet une gestion plus responsable du bâtiment à long terme. L'aéroport international Jean-Lesage de Québec constate depuis plusieurs années déjà les impacts positifs de l'approche BIM. Pour son projet YQB 2018, un ancien hangar a été totalement transformé pour accueillir une centaine de spécialistes provenant de divers domaines. Ils y travaillent ensemble, en temps réel et en mode transversal. Des outils de pointe nous permettent d'anticiper les problèmes potentiels avant la mise en chantier. Les responsables de l'entretien du bâtiment sont également impliqués en amont puisqu'ils seront responsables du modèle 3D et du bâtiment à long terme. YQB 2018, c'est 277 millions de dollars d'investissement afin de doubler la superficie de l'aérogare et d'améliorer les infrastructures de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Alors, je vais commencer avec un petit survol de tous les travaux qu'on a fait depuis 2008 à l'aéroport, juste pour vous montrer l'ampleur et la diversité des travaux qui sont faits. Nous, pour votre information, à l'Aéroport de Québec, on est un organisme à but non lucratif, donc on est une compagnie privée, Aéroport de Québec Inc., qui gère les intérêts de l'aéroport Jean-Lesage. Donc, on respecte, nous aussi, toutes les règles de gouvernance publique là, qui sont associées à ça, malgré qu'on est une corporation privée qui nous donne un petit peu plus de flexibilité dans la gestion des contrats. On est comme un petit peu une petite ville. Nous, en fait, on s'occupe de tous les travaux qui sont civils du côté piste, les tabliers, les pistes d'atterrissage. On s'occupe également de tout le réseau routier qui est du côté ville, avec tout ce que ça comporte comme infrastructure. Puis on s'occupe également de tous les bâtiments, aérogares, stationnements, centres de services techniques, toute la population qu'on a autour de l'aéroport. À l'aéroport, on est environ 200 employés permanents qui s'occupent de ça, mais il y a 2500 personnes sur le site là, qui travaillent pour différentes compagnies qui sont souvent nos locataires aussi, puis on gère ces terrains-là, on gère leurs immeubles dans certains cas, puis c'est ça. Donc, à partir de 2008, en 2008, il y a eu la première grande phase d'agrandissement qui était le petit carré rouge qu'on voit à l'écran.
On avait agrandi pour une première fois l'aérogare. Ça ne s'était pas fait en BIM à l'époque. On n'était pas encore au courant de tous ces processus-là. Mais on a déjà eu une expérience de construction qui était un petit peu plus douloureuse à l'époque, avec beaucoup de changements en cours de chantier, un programme qui était un petit peu mal défini aussi. Il y a eu des leçons apprises qui ont été tirées de ça, puis on a évolué dans le temps. 2010, on a commencé à faire quelques petits travaux sur les tabliers. En 2011, également, les carrés en bleu plus foncé. On a fait des stationnements de travailleurs. On a agrandi des voies de circulation pour rejoindre la piste. En 2012, la grande voie en vert plus pâle, là, qui est la voie de circulation Delta, qu'on a fait un gros projet d'une quinzaine de millions de dollars. Ensuite de ça, on a commencé à déplacer des services souterrains parce qu'on avait plusieurs bâtiments à déplacer, à démolir en prévision de la construction du nouvel aérogare qui s'en venait. C'était un programme qui s'est fait sur plusieurs années. En 2013, beaucoup d'actions qui ont commencé à l'aéroport. On a construit le stationnement étagé. On a construit... on avait démoli la caserne de pompiers pour relocaliser ce qu'on a appelé le centre des services combinés, qui était une caserne de pompiers, centre d'entretien véhicules, centre de mécanique, puis centre d'entretien des bâtiments aussi. On a commencé à enlever tous les services souterrains en prévision du stationnement étagé également. En 2014, on a fait beaucoup de voies de circulation, beaucoup de travaux côté air, là, une trentaine de millions de dollars de projets. En 2015, on a débuté la construction de l'aérogare en creusant la partie qui est en noir. On a fait des routes supplémentaires aussi sur le site. En 2016, on a commencé les réfections de nos pistes principales de l'intersection qui se poursuit cette année en 2017 pour la réfection complète là, de notre piste principale, la 0624, et des bassins de rétention. Il y a toutes sortes de choses qu'on faisait autour de ça. Ça, c'est notre empreinte de chantier qu'on a présentement. Vous voyez ce qui est en bleu pâle comparativement à ce qui est en gris. C'est un agrandissement qui est majeur pour nous, qui est plus du double de la surface de ce qu'on avait comme bâtiment à l'aéroport. Donc, c'est un gros changement de culture, c'est un gros changement au niveau de tous les processus de tout le monde. Il fallait en tenir en compte à partir de tous les intervenants qui travaillaient, principalement les opérations qui sont souvent exclues des projets de construction. Ou qui arrivent très, très tard dans le match. Puis là, on découvre à ce moment-là toutes sortes de problématiques d'opération du bâtiment parce que les équipes de concepteurs sont souvent pas au courant de toutes ces données-là qui sont à intégrer dans le processus. Donc, ce que nous, on a fait, on a travaillé une bonne année et demie à concevoir un programme fonctionnel et technique avec de l'aide un petit peu externe, mais aussi avec tous les intervenants internes dans l'aérogare pour pouvoir avoir un programme de construction qui était solide puis poursuivre ça dans le projet. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je voulais juste parler un petit peu du programme d'investissement qui s'est fait depuis 2008. En fait, de 2008 à 2015, on a investi 225 millions de dollars là, en capital sur le site. Depuis 2015, le programme WACUBI 2018, là, c'est 277 millions de dollars, c'est 23 projets en parallèle, puis il y en a qui s'ajoutent à tous les mois et les années de plus petite et de grande ampleur aussi. C'est 100 professionnels dans un bureau de projet à temps plein, 250 travailleurs chantiers environ. On gère 8 à 10 millions de paiements mensuels, 6 500 factures traitées annuellement. Puis tout ça, je vais faire une petite comparaison avec l'aéroport de Québec puis nos opérations régulières qui sont un chiffre d'affaires de 57 millions puis 165 employés. Fait qu'on peut pratiquement dire que le projet de construction est une entreprise plus grande que notre entreprise qui fait ses opérations régulières. Puis pour ça, ça demande une organisation qui est sans faille puis qui est très bien planifiée parce qu'on le sait tous, si vous êtes des gens de projet puis de cette industrie-là, c'est que nous, on travaille, nous aussi, on fait des appels d'offres, on ne sait pas sur qui on tombe quand on démarre des projets. Puis on est toujours en train, en fait, de réinventer la roue avec des nouvelles personnes qui ne connaissent pas nos processus à nous. Fait que ce qui est important, c'est de définir un processus. Comment, nous, à Aéroport de Québec, on veut faire les projets, puis qu'on structure tous ces processus-là pour pouvoir transmettre ça à des nouvelles équipes de professionnels. Puis c'est drôle, je parle avec plein de mes collègues souvent, puis on dit c'est les mêmes professionnels qui travaillent à peu près sur tous les gros projets, puis on dirait qu'ils ne réapprennent pas d'une fois à l'autre. Il faut les recoacher à partir de zéro jusqu'à ce qu'on attend comme résultat. Puis ça prend des bons processus pour pouvoir le faire. J'ai mis une petite slide ici en méthodologie de gestion de projet. Moi, j'ai la ferme conviction que les succès des projets passent par les bonnes méthodes de projet.
on voit ici tous les mots à l'écran, mais ça fait vraiment partie de la structure de projet. Nous, à l'Aéroport de Québec, on a décidé de se doter d'une structure, d'un cœur interne qui était ce que j'appelle appeler l'intelligence au centre des projets. On a une équipe d'environ une quinzaine de personnes à l'interne, ingénieurs, techniciens, architectes, dessinateurs, qui font exclusivement de la gestion. Nous, on ne fait pas de dessin chez nous, on ne fait pas de calcul, on engage tous ces professionnels-là à l'externe parce que ce serait beaucoup trop gros. Mais la force de notre projet, en fait, c'est qu'on a joint des professionnels de différents azimuts. Je pense, en tout cas, pour ce qui est de mon cas, c'est la première fois que j'avais une équipe aussi multidisciplinaire. On avait des gens qui étaient en communication, qui sont à 100% dans le projet, qui s'occupent de toutes les communications médias, qui s'occupent de gérer les crises, qui font partie des réunions de construction, qui sont au courant de ce qui se passe, puis sont capables de transmettre ça aussi sur tous les réseaux. On a une personne qui est aux opérations. Ça, c'était la première fois qu'on avait quelqu'un à temps plein avec son équipe dans un projet de construction, qui a fait partie de la conception dès le départ, mais qui s'occupe aussi de toute la coordination quotidienne avec les différents intervenants là, sur le site. Nous, on fait affaire. L'autre difficulté qu'on a à l'aéroport, c'est qu'il y a beaucoup d'entités externes que l'on ne contrôle pas du tout. Par exemple, NAV Canada, les compagnies aériennes, les compagnies de handlers qui bougent les bagages. On a des compagnies qui gèrent les salles à bagages dans le sous-sol. On a toutes sortes de compagnies spécialisées qui sont plus souvent qu'autrement des compagnies gouvernementales aussi qui vont un petit peu moins vite que nous. Donc, on doit les intégrer dans ce processus-là pour faire ce projet-là un succès. Je pense aux douanes canadiennes, je pense à l'AXTA aussi, qui font les inspections de passagers, qui doivent être consultés, qui doivent être pris en compte parce qu'on design aussi pour leurs utilisations dans le futur. Donc, cette personne-là aux opérations s'occupe de ça. On a des gens qui s'occupent de la construction, bien entendu, là, qui gèrent ça. Nous, on a choisi d'y aller en gérance de projet avec un gérant de construction, puis on gère tout ça par lot. Donc, cette personne-là supervise les budgets, les échéanciers, puis tout ce qu'il y a à faire au niveau de la construction. On a aussi une personne qui est au niveau des équipements techniques puis aéroportuaires. Chez nous, ça devient un petit peu une spécialité. Le cœur d'un aéroport, c'est beaucoup sa salle à bagages. On transite énormément de valises par année, puis on ne doit pas les perdre. C'est intéressant quand on a notre valise qui arrive à destination en même temps que nous. Puis ces systèmes-là, c'est des compagnies plus souvent qu'autrement européennes ou qui viennent d'Asie. Il faut les intégrer dans les projets de construction aussi à l'intérieur. Donc, nous, on a fait en sorte que ces modèles de construction de leur équipement faisaient partie du modèle de conception Revit pour que toute notre équipe de professionnels, puis les équipes externes aussi outre-mer, puissent se coordonner ensemble avec ça. Donc, cette personne-là s'occupe de ça, les ponts d'embarquement, systèmes à bagages, les valets à bagages, ce genre d'équipement-là. Ensuite de ça, on a quelqu'un qui est au TI parce que dans un aéroport, nous, on se veut être un aéroport qui est très technologique. Donc, on veut favoriser tous les processus passagers aussi pour notre ambition, c'est d'avoir, de traverser quelqu'un qui arrive du côté ville vers sa gate en 10 minutes. Donc, pas d'attente, la connexion avec tous les appareils mobiles, faciliter tous ces processus-là. Puis nous, on gère en fait tout le réseau informatique de l'aéroport. Les compagnies aériennes se connectent chez nous. Donc, on doit leur offrir ce service-là pour les enregistrements aussi à l'entrée. Tout le processus complet est géré à l'interne. Donc, l'informatique, c'est quelque chose qui est assez omniprésent chez nous. Et puis, sinon, je regarde là, rapidement aux communications, aménagement, puis du civil. Le civil, c'est une grosse proportion parce que les conceptions côté air sont différentes de ce qu'on voit habituellement là, dans les réseaux routiers des villes. Fait que c'est un petit peu le setup de projet qu'on a utilisé. Toutes les équipes de professionnels sont en dessous, se rapportent à certaines de ces personnes-là. Puis le gros projet a été divisé en 8 sous-projets comme ça. Puis chaque chef de projet est responsable de sa section, de son échéancier, de son budget, de gérer ses risques, puis de faire la reddition de comptes à son propre projet. Puis moi, je m'occupe de gérer l'ensemble de tout ça. Juste une petite coupe ici que je trouvais intéressante là, de notre bâtiment qu'on est en train de faire. Nous, on a utilisé Revit aussi. On était, je pense, un des premiers aussi à avoir une équipe de conception qui concevait en 3 dimensions. Il y avait eu d'autres exemples dans le passé où c'était le constructeur qui avait beaucoup d'intérêt à créer un modèle 3D avec un set de plans 2D qui était créé. Nous, on a réuni ces 100 professionnels-là dans le même bureau
pour pouvoir faire la conception en 3D. On a eu nos écueils, ça a changé les façons de faire aussi beaucoup au Québec. Je pense particulièrement à l'architecte qui a dû s'adapter à ce changement-là, de travailler en même temps que des ingénieurs mécaniques, électriques puis structure. En structure, c'était plus facile. On a l'habitude depuis longtemps de travailler en 3D. En architecture, c'était plus difficile, il y avait beaucoup de détails, puis on a réussi quand même à coordonner ça malgré que c'était un bon défi. Puis on commence à en avoir des bénéfices. On les mesure, nous aussi, régulièrement au niveau du budget et tout ça. Puis on sait qu'on fait des bien meilleures performances que ce qu'on a fait dans le passé. Je ne suis pas encore en mesure de vous donner des chiffres à ce niveau-là, mais nos premiers lots de construction qui sont terminés, on a des taux d'extra qui sont très, très, très acceptables, entre 0 et 5 pour la plupart. Donc, nous, on est fiers de ça. On s'était donné ça comme objectif pour vendre ça aussi à la corporation parce que s'en aller dans une démarche BIM, c'est aussi la vendre. Il a fallu la vendre à notre conseil d'administration, à la haute direction de l'aéroport, en montrant les bénéfices potentiels de pouvoir faire ça. Juste un petit peu au niveau de la gestion qualité, les outils et les processus que nous, on a utilisés. On a utilisé Codebook, Revit. En fait, dès le départ, quand on a conçu notre PFT, on a tout rentré ça dans une base de données. Cette base de données-là, on veut qu'elle suive tout le cycle de vie du projet au complet jusqu'à la maintenance. Puis on est en train de réaliser ces liens-là actuellement en programmation, puis ça fonctionne bien. On a nos nomenclatures qui sont établies, puis on a déjà commencé à faire nos tests. Donc nous, on n'aura pas aucune documentation papier dans ce projet-là. Tous les entrepreneurs, les sous-traitants doivent soumettre leurs documents de façon électronique. C'est géré à même la base de données, puis c'est accroché avec notre modèle Revit. Puis ça, on est en train de le réaliser. J'ai mis quelques petits outils en dessous qu'on utilisait qui ont été fort utiles dans la durée du projet. BIMTrack, BIMfield, Guide TI, qui est notre logiciel de maintenance préventive qu'on reprogramme en fait pour être capable de le faire parler avec notre base de données de construction et aussi vice-versa, de faire parler Guide TI avec le modèle parce que nous autres, la difficulté, c'est qu'on a toujours 23-25 projets qui sont en cours en même temps. Donc, l'équipe de maintenance qui peuple sa base de données avec ces nouvelles informations, nous, on veut les savoir en projet aussi pour les nouveaux projets en planification qu'on va démarrer. J'ai mis un petit peu ici des exemples en fait, je pense que c'est juste des scènes pratiques de gestion de projet, le genre de rapport que nous, on émet au niveau des indicateurs financiers. À chaque mois, ces indicateurs-là sont mis à jour, sont présentés dans les différents comités de gouvernance, vont, dans certains cas, jusqu'au CA. Donc, on monte un portrait global et précis des prévisions financières de projet à chaque mois avec tout ce qui se passe au niveau des différentes activités. On a utilisé un logiciel qu'on a fait programmer à notre sauce, un logiciel américain qui est eBuilder. Je sais qu'il y a certaines villes qui utilisent ça aussi au Canada. En fait, la grande difficulté là-dedans, dans la mise en place de ça, c'était d'identifier tous les processus internes de gestion. Qui on voulait comme approbateur, c'était quoi le chemin d'une directive, le chemin d'une approbation de contrat, c'est quoi les seuils d'approbation des différents intervenants là-dedans. Juste de se positionner autour de ça nous a pris une bonne année, puis une autre bonne année mettre ça en place. Aujourd'hui, ça roule super bien, ça se fait de façon pratiquement transparente et automatique. C'est sûr que ça n'enlève pas les humains qui sont en arrière parce que ça prend des gens pour réfléchir, là. Mais au niveau des processus, nous, ça nous assure une gouvernance qui est solide parce qu'il n'y a pas de glitch possible pour l'octroi de différents contrôles de PO ou la gestion de tous les aspects de la construction. Au niveau du budget, un petit peu la même chose. Je pense que la gestion d'un projet, ça passe beaucoup par la révision des prévisions financières. On met beaucoup de temps là-dedans, une fois par mois, chaque sous-projet, on se réunit, on fait des réunions avec les équipes aussi de professionnels pour être capable d'atteindre une bonne constance là-dedans. J'ai mis une petite slide là-dessus. Au niveau de l'échéancier, on avait des grands objectifs aussi au début de faire parler notre base de données avec, nous, on a décidé d'utiliser Primavera pour la gestion de nos échéanciers. On a réussi à accrocher ça avec tous nos lots de construction. On le suit de mois en mois aussi. On a 2 planificateurs qui sont à temps plein là-dessus. Un de la part de AQI, qui est notre planificateur interne, qui supervise le planificateur de notre gérant de construction. En fait, pas tant qu'ils se supervisent, mais qu'ils se parlent un à l'autre parce que nous, on gère beaucoup de projets internes qui doivent être coordonnés avec les milliers d'activités de construction. Puis de mois en mois, ces échéanciers-là sont mis de l'avant. Puis on a aussi fait des simulations intéressantes avec le modèle, des time-lapse. Nous, en fait,
y a une grosse portion du bâtiment qui est un nouveau bâtiment, mais il y a une portion qui est encore beaucoup plus complexe, c'est qu'on démolit la section centrale de l'aérogare qui crée un trou là, d'à peu près 500 pieds entre les deux bâtiments. Il faut continuer nos opérations là-dedans, il faut que tous les systèmes mécaniques fonctionnent, il faut que les systèmes à bagages fonctionnent aussi. Puis on s'est aperçu de toutes sortes de problématiques chantiers bien avant qu'elles se produisent, des contrevendements qu'on ne savait pas qui étaient là, puis qu'on a dû modifier des plans de construction avant de partir en appel d'offres. Fait que ce genre de catch-là, ça vaut beaucoup d'argent. C'est dur à quantifier, mais ce qu'on peut voir avec le temps, c'est qu'on a beaucoup moins de changements majeurs au chantier. Puis surtout, comme donneur d'ouvrage, une des choses qu'il faut se méfier le plus, c'est nous-mêmes. Nos changements internes, nos grands désirs de changer telle chose, parce que là, on voit que ça monte, puis on aimerait ça avoir un escalier à tel endroit. Le modèle BIM puis la visualisation qu'on a faite en 3D nous a permis un petit peu de coacher notre conseil d'administration puis la haute direction de l'aéroport pour visualiser le projet. On a fait un petit projet le fun aussi avec des lunettes Oculus. On a travaillé avec une compagnie informatique de Québec pour être capable de transférer notre modèle Revit dans une plateforme de jeux vidéo. Donc, avec une manette de Xbox et des lunettes 3D, on était capable de se promener dans le bâtiment. On était encore capable de le faire, d'aller dans les salles mécaniques, le montrer aux gens de maintenance, montrer à la haute direction de l'aéroport aussi, pour être capable de voir le produit qu'on allait livrer, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens conceptualisent très mal ce que ça va avoir l'air à la fin, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements. Il faut qu'on essaie de se prémunir comme ça le plus rapidement possible. Ça amène à la gestion des risques, la gestion des contrats. On gère ces aspects-là un petit peu comme dans les projets standards, en fait. J'en parlais un petit peu tantôt. Nous aussi, on est soumis à toutes les règles de gouvernance publique, donc on publie nos appels d'offres sur SAO, sur MERX. On ne connaît pas nécessairement les entrepreneurs avec qui on va faire affaire, mais on a mis, nous aussi, beaucoup de close BIM dans nos appels d'offres. C'est sûr que c'est nouveau dans le marché. Les plus gros entrepreneurs commencent à bien savoir comment le faire. En ventilation, en électricité, en structure, ça va bien. Les plus petits lots, nous, on n'est pas rendu là encore. C'est trop encore nouveau, là, mais on pousse ça de l'avant pour être capable d'être encore meilleur dans le futur. Les clashs qu'on a au chantier, les directives qu'on a à faire, c'est souvent pour des petites choses. Tous les gros morceaux sont bien placés, mais les tuyaux de 2 pouces, ils ne sont pas modélisés. Fait que ceux-là, on ne les voit pas, puis il y en arrive des clashs. On a eu un récemment avec les convoyeurs de salle à bagages. Les fins détails ne sont pas modélisés, puis ça devient même fâchant pour des gens qui ont travaillé dans le milieu manufacturier dans les dernières années. Moi, je suis ingénieur mécanique, j'ai travaillé dans mon passé un petit peu là-dedans, puis je trouve que les méthodes sont plus poussées que ce qu'on a en construction. Quand tu fais la conception d'un avion, tu as des centaines de fournisseurs au travers le monde, puis les tolérances arrivent. Pourquoi, quand on construit un bâtiment, on n'est pas encore capable de le faire? Je pense que les outils vont se développer dans le futur, mais on y arrive, puis c'est vers là que, comme donneur d'ouvrage, il faut pousser pour être capable d'atteindre ces résultats-là. Slide ici là, qui montre un petit peu ce qu'on a fait en BIM, là, puis on essaie de promouvoir la bonne nouvelle, nous aussi, pour essayer d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs et de professionnels là, qui s'adhèrent à ces méthodes-là. C'est un petit peu les outils qu'on a fait, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Je vous dirais que nous, on pousse très, très fort sur le 7D présentement parce que là, on veut transférer cette base de données-là pour notre équipe d'opération. On s'est inspiré aussi des meilleures pratiques dans différents pays, les pays scandinaves, puis en Angleterre aussi, on a une certaine avance là, sur nous au Québec là-dedans. Puis les liens entre le modèle de construction Revit puis les plateformes de gestion de maintenance préventive puis de gestion d'actifs sont pratiquement inexistantes. Nous, on a développé avec les standards COBie toutes les nomenclatures aussi pour gérer ces fiches techniques-là, puis gérer l'information, puis savoir quelle information on voulait transférer aux services techniques, puis quelle information on voulait que les services techniques nous transfèrent. Puis on est en train de créer ces liens bidirectionnels-là pour parler au modèle puis de le maintenir en vie. Par la suite. Ça va être l'autre défi où on est rendu, on ne l'a pas encore expérimenté, mais de garder ce modèle-là actif dans le futur de l'aéroport, ça va être un défi. Parce que souvent, les projets de construction, le projet fini, on ferme les livres, l'équipe s'en va, puis on recommence d'autres choses. Là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que cette information-là, puis cette intelligence-là qui a été créée pendant 3 ans avec 300 professionnels, qu'on conserve un petit peu le knowledge de tout ça.
Mise en service et opération, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Nous, on s'est inspiré aussi des meilleures pratiques dans le monde. Là, en fait, un concept qui s'appelle ORAT, Operational Readiness and Airport Transfer. C'est toute la mise en service des bâtiments au niveau technique, mais aussi au niveau opérationnel, qui inclut toutes les formations qui doivent être faites avec tous les utilisateurs. Notre petite madame qui travaille à la compagnie aérienne, elle tombe dans un nouveau bâtiment qu'elle n'a jamais vu. Elle ne connaît pas son chemin, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quels sont les nouveaux systèmes. Il faut les coacher, il faut les entraîner, il faut faire des tests. On va faire des tests avec le public. On a acheté 200-300 valises, des autobus. On va simuler des vols avant d'ouvrir la porte parce qu'il y a tellement d'utilisateurs qui sont imbriqués là-dedans que le processus doit être rodé avant de pouvoir ouvrir l'aéroport. On a été visiter un aéroport en Suède récemment qui ont fait ce processus-là, puis au premier test, ils ont perdu 80% des valises des utilisateurs. Fait que, ça, tu ne veux pas que ça arrive dans ta vie à toi, parce que tu ne passes pas un bon matin cette journée-là. Fait qu'on va essayer de faire de plus en plus de tests pour être capable d'éviter ces situations fâcheuses-là. Puis le BIM 6D, 7D, au service technique, c'est ce que je disais un petit peu tantôt. Nos logiciels de GMAO, gestion d'actifs, opération post-projet. On a des gens de la maintenance qui sont aussi déjà présents pour faire les mises en service avec nous, puis s'accaparer le projet. Ça prend du cœur pour que ça fonctionne, ces projets-là, puis ça passe par des humains, puis ces humains-là, il faut les impliquer pour faire une grande équipe. Je pense que c'est ça le secret du BIM. Le BIM, c'est pas un logiciel, on le dit trop souvent. Le BIM, c'est de faire travailler des gens ensemble, puis de bien communiquer. Fait que c'est ce qui met fin à ma présentation. J'arrive à zéro, à la seconde près.